Les candidats prennent leur marque pour l'affrontement du 9 octobre 2016 et c'est peut-être la première fois depuis le début de notre expérience en scrutin démocratique, sauf peut-être la présidentielle de décembre 1990, avec un conseil électoral comprenant un Pasteur Aucourt, un Sabala, un Mirville, assisté d'un conseil d'État présidé par le docteur Louis Roy, la première fois que le jeu se présente de manière aussi respectable. D'abord, le pays ne peut que se féliciter d'avoir décidé de financer les élections par ses propres moyens. Il y a donc dans l'air un certain parfum de dignité que aucun candidat ni groupe politique qui se respecte ne peut se permettre de violer. Des 27 candidats qui ont décidé de se représenter à nouveau sur les 54 qui avaient participé au présidentiel d'octobre 2015, annulé pour fraude, puis convoqué à nouveau pour le 9 octobre de cette année, un peloton de tête s'est formé de lui-même, avec pas plus de 5 ou 6 noms seulement restant dans l'actualité. Ce sont les femmes d'abord, Maryse Narcisse, Edmond Supplice-Beauzile, puis Jude Célestin, Jovenel Moïse, Moïse Jean-Charles et Jean-Henri Séan. Le moins présent semble la candidate de fusion, dite fusion des sociodémocrates, Madame Edmond Supplice-Beauzile, une formation politique qui semble avoir désormais son avenir derrière elle, malgré tous les efforts de sa présidente. Jean-Henri Séan, Rémy Haïti, a décidé de faire cavalier seul, après avoir fait partie d'une des formations, le groupe des 8 ou G8, à avoir pourtant le plus farouchement lutté pour nous conduire là où nous sommes parvenus, à la veille de la reprise des élections de 2015, condamnées majoritairement pour fraude. Cela envers et contre les manœuvres de la communauté internationale qui, de guerre lasse, a annoncé qu'elle ne coopérera pas à la reprise du scrutin financièrement. Tant pis, ou plutôt tant mieux, l'honneur national depuis longtemps ne s'était jamais mieux porté. N'en déplaise au candidat Jovenel Moïse de l'ex-parti au pouvoir, parti haïtien tête calée au PHTK de Michel Martelly, déclarant dans une interview à une agence étrangère combien cela le désespère de voir le pays gaspiller 100 millions de dollars parce que, comme les chancelleries étrangères, il considère que les élections de 2015 ont été annulées injustement. Bien entendu, comme tout un chacun, le candidat Jovenel Moïse sait que, en tant que successeur désigné ouvertement du président Martelly, c'est lui qui avait le plus de chances de l'emporter, d'en sortir vainqueur. Mais, ce disant, faut-il souligner que le candidat se met aussi de lui-même en déphasage avec l'humeur nationale. Toutefois, Jovenel Moïse ne joue pas seulement la carte internationale, il apparaît aussi un assez habile tribun dans ses interventions publiques. Ses meetings sont fort animés et il ne défend pas trop mal ses arguments, si ce n'est ses idées. Et jusqu'ici, sans un parrain local. On ne sait pas si Martelly le rejoindra au dernier moment, mais aucun poids lourd PHTK ne paraît désormais à ses côtés. Le mousquetaire Jovenel Moïse semble prêt à défendre chèrement sa peau. Un autre qui joue cavalier seul, volontairement ou par la force des choses, c'est Moïse Jean-Charles, le candidat de la plateforme Petite Dessalines et enfant terrible du mouvement Lavalas, et qui a fini par rompre avec ce dernier, ne tolérant plus la suprématie indiscutable, au sens propre, du fondateur et jusqu'à présent leader à vie du mouvement, l'ex-président Jean-Bertrand Aristide. Après avoir démarré en force, comme sur des chapeaux de roue, la candidature de l'ex-sénateur qui a tant combattu le régime Martelly et donc contribué en première loge à la reprise des élections frauduleuses de 2015, sa campagne semble un peu battre de l'aile à 2 semaines du scrutin du 9 octobre. Selon des journalistes qui ont accompagné le week-end dernier
La tournée d'Aristide Maryse-Narcisse dans plusieurs départements du pays, Artibonite, Nord, Nord-Est, Centre, ce sont principalement des partisans de Petite-Dessalines qui se sont entrechoqués avec ceux de Famille-Lavalas, notamment au Cap-Haïtien. Moïse Jean-Charles considérerait-il la candidate de Famille-Lavalas comme son principal adversaire dans la course? Quel autre support peut-il espérer si près de la journée fatidique? Ni de la part de la communauté internationale qui a choisi de ne pas trop se mêler aujourd'hui, chat échaudé, ni des anciens présidents de la République, Aristide et Paul Maryse-Narcisse. On dit que René Préval appuie Jude Célestin, mais pas ouvertement. En tout cas, plusieurs de ces anciens ministres dirigent la campagne de ce dernier, tandis que Jovenel Moïse s'est inscrit sous l'étendard du parti de Martelly. Toutefois, risque de se confirmer les prédictions de Moïse Jean-Charles concernant la présence écrasante d'Aristide, alors que la candidate du parti devra tôt ou tard se présenter seule au devant de la scène, par exemple lors de débats publics entre les candidats ou avec la presse, quand par exemple le week-end dernier, tous les grands titres se sont portés plutôt sur le seul ex-président, surtout après son évanouissement en plein meeting vendredi dernier au Cap-Haïtien. Reste donc Jude Célestin comme seul candidat dont la campagne semble avoir pris, à l'instar du tandem Aristide Maryse-Narcisse, semble avoir pris aussi un nouveau tour de manivelle, alors que le compte à rebours a commencé pour de bon. Mais quand Lavalas joue le terrain, le candidat de la paix, Ligue alternative pour le progrès et l'émancipation haïtienne, quant à lui, travaille plutôt dans le rassemblement de la classe politique. La semaine dernière, Jude Célestin a signé un accord de gouvernement avec des ex-candidats et personnalités politiques de premier plan, Steven Benoît, sénateur, Sauveur Pierre-Étienne, Éric Jean-Baptiste, etc. Titre, un nouveau contrat socio-politique progressiste pour une entreprise de sauvetage national. La nouvelle coalition se donne pour mission d'encadrer le prochain chef de l'État, l'ingénieur Jude Célestin, bien sûr, en vue d'un encadrement politique éclairé à même de garantir la réussite du quinquennat du président de la République. Fin de citation. Et bien entendu, la liste n'est pas limitative. Mais dans une campagne où, comme le montre encore cette chronique, les têtes d'affiche sont plus importantes que les programmes politiques, du fait peut-être aussi que personne n'ignore que les moyens n'avaient jamais été aussi limités, donc où c'est surtout un contest de crédibilité à qui faire confiance, on peut considérer que les choses ne se passent pas si mal. Le reste, c'est faire que la situation ne déborde le cadre de la légalité pour capoter dans la violence tous azimuts, comme cela a menacé encore ces derniers jours avec ce chargement d'armes sans propriétaire découvert au port de Saint-Marc. Les candidats jouent le jeu en réservant probablement leurs meilleures cartes pour le dernier moment. Le peuple réfléchit avant de faire son choix. Les provocations par certains candidats ou leurs partisans devraient donc être sérieusement sanctionnées. Le gouvernement ne néglige rien pour garantir la sécurité avant, pendant et après le déroulement du scrutin. Que nous faut-il de plus pour avoir des élections comme ailleurs? N'est-ce pas un officiel américain qui disait tantôt « Comment peut-on prétendre être une vraie démocratie si on ne peut pas financer ces élections quand ce sont les élections qui sont le test numéro 1 d'une démocratie véritable ?» Eh bien voilà, c'est le défi que nous allons relever le 9 octobre prochain. Et ce n'est pas rien. J'écoute Mélodie FM.